Bonjour, chers collègues. Je ne suis pas Véronique Chankowski, qui malheureusement a eu un empêchement et qui donc regrette de ne pas être avec nous. Et je suis Vassa Kantouma, en revanche. Et donc, voilà, j'ai accepté de remplacer, de faire la modération de cette table ronde de lancement. Alors, j'ai déjà présenté nos participants. Je ne connais pas tout le monde. Donc, Alberto Meloni, que je remercie d'être venu de Bologne, aujourd'hui même, je pense. Alors, tout le monde connaît Alberto Meloni, mais je vais quand même rappeler qu'il est historien du christianisme, titulaire de la chaire UNESCO sur le pluralisme religieux et la paix, et, ce qui nous intéresse beaucoup ces derniers temps, directeur scientifique du programme Résilience, qui est un très gros programme européen autour de la religion et des infrastructures qui concernent la documentation sur la religion, dont Alberto Meloni est le concepteur et principal porteur. Si. Alors, Isabelle Iribarren, je pense que vous connaissez bien ici, professeure en histoire et philosophie médiévale à la faculté de théologie catholique de Strasbourg et également coporteuse donc du Work Package 5.2 du programme Religis avec Christophe Grellard, directeur d'études EPHE sur la chaire Système de pensée et croyances médiévaux, et également coporteur de l'axe 5.2 de Religis, et qui est un cher collègue aussi de l'EPHE. Alors, à ma gauche, je connais un peu moins bien les collègues. Donc, vous êtes Éric Gazio. Peut-être le présenter, si je Ah, peux me ben oui, permettre. Isabelle, voilà, c'est bien, comme ça on commence à collecter. Il a fait un très long voyage, honorer sa présence. Donc, Eric Gazio, qui est professeur d'éthique à l'Université de Louvain et fondateur d'un réseau dont on va justement parler tout à l'heure, hein, d'écoles doctorales francophones en théologie et sciences religieuses. Donc, c'est à ce titre surtout qu'il est là. Donc, merci encore, Eric, d'être venu. Merci beaucoup. Alors, par la suite, je vous laisse vous présenter peut-être. Oui, donc, mais c'est pas grave, on va y suppléer. Euh, Donc, sur le coin gauche de la table, donc coin droit pour vous, la Bibliothèque nationale et universitaire. Donc, moi-même, Christophe Didier, conservateur général à la Bibliothèque nationale et universitaire et responsable bibliothèque de la politique scientifique et des relations internationales. Et accompagné de ma collègue. Donc, je suis Catherine Desauvarnier, copilote du WIPI 6 ou du groupe de travail 6 qui vous a été présenté pour la BNU et dont nous pourrons reparler au cours de cette table ronde sur les données, les humanités numériques et les réseaux à construire autour de ces nouveaux corpus. Voilà, donc comme vous voyez, nous avons avec Anne Fornero, nous sommes dans l'axe 5 responsable de l'organisation de ce congrès, hein, disons ça simplement, avec tous les autres collègues, mais enfin c'est l'axe 5 qui organise de façon plus centralisée. Et donc, de ce fait, nous avons voulu nous réserver une moindre place dans le programme, ce qui fait que, comme vous le verrez, il y a quand même beaucoup d'acteurs de l'organisation qui, tous ensemble, ne parleront que sur 1 heure et demie. Donc, j'espère qu'on arrivera à se répartir tout ça. Le but n'est pas de dire et de répéter ce que vous avez déjà dans le petit livret qui a été préparé et qui donc donne toutes les informations nécessaires sur les actions des différents groupes de travail, mais plutôt de discuter entre nous et avec vous sur un sujet qui, je pense, est important pour tout ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que travailler en réseau sur les faits religieux.
Alors, c'est pour cela que nous avons invité donc Alberto Meloni et Eric Gazio, puisque vous êtes justement, vous deux, vous avez vraiment des actions larges et déjà bien installées sur les réseaux de recherche, que ce soit des chercheurs déjà confirmés ou des jeunes chercheurs, autour du thème de la religion. Et aussi, j'aimerais quand même vous demander à tous les deux de nous faire part de votre expérience et de vos réflexions à ce sujet, ce qui permettra, je l'espère, d'amorcer le débat. Donc, on peut commencer avec le professeur Meloni. Et après, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, j'ai pris des petites notes pour vous donner quelques informations et quelques raisons de ce qui s'est passé au niveau européen de la création d'une infrastructure de recherche qui s'appelle Resilience. Et les infrastructures de recherche au niveau européen, ça c'est le langage de Bruxelles, ne sont pas des réseaux de recherche. Il y a quelque chose de Magritte là. Et l'infrastructure de recherche, c'est une infrastructure qui donne des services aux chercheurs. Il n'a pas de contenu propre. C'est une institution. Dans sa maturité, ça devient une ERIC, un consortium avec des avantages aussi économiques à l'intérieur, et dominé et financé par les États, qui offre des services aux différentes communautés scientifiques. Il y en a beaucoup, il y en a surtout dans les sciences, dans la physique, dans l'hydrogène, dans les lasers froids, dans beaucoup de cet endroit. Il y a aussi dans les sciences humaines. Il y a deux autour du cultural heritage, sur les langues. Il y en a une sur l'Holocaust Studies. Et on a lancé il y a 12 années désormais cette idée d'une infrastructure de recherche européenne sur les sciences religieuses. Le but était simple, c'est-à-dire essayer de réagir de quelque façon à une dimension de l'analphabétisme religieux, qui c'est un analphabétisme de la société, mais aussi un analphabétisme des institutions de financement de la recherche. Et aussi, c'est de réagir à une question qui vous tous, en tant que spécialistes, connaissez très bien. C'est-à-dire, d'un côté, notre domaine scientifique a fait le parcours de tous les domaines scientifiques du monde, le spécialisme dans le spécialisme, le spécialisme des spécialistes dans le spécialisme, etc. Et avec ça, le pouvoir de synthèse est sorti du domaine de l'instruction, du domaine de l'éducation, du domaine de la recherche. Et les 3 livres de Ratzinger, le titre c'est Sur Jésus, mais en effet, sont 3 livres contre Rudolf Schnackenburg, sont l'épreuve du fait que le pouvoir de synthèse est retourné incroyablement aux autorités religieuses dans une société apparemment sécularisée. Alors l'idée de l'infrastructure, c'était de poser au niveau européen une pierre, de poser une démarche avec la revendication d'une attitude dans ce type de domaine qu'il y a au même côté, au même moment, très engagé sur le plan du spécialisme, mais aussi capable de rendre visible ce type de recherche. Ça signifie partager des données bibliographiques, des données catalographiques, partager des ressources humaines, le voyage, c'est ce qu'on appelle dans les bruxellois les TNA, les Transnational Access, que c'est le clerici vacantes du Moyen-Âge, partager des projets scientifiques à l'intérieur et aussi essayer de prendre place dans ce qu'on appelle la révolution technologique. Dans notre domaine, toutes les démarches qui ont été prises au niveau technologique ont eu des conséquences scientifiques très importantes. L'invention de la presse, d'un côté. J'ai travaillé sur la réédition de Mansi quand la réimpression anastatique a été inventée au moitié du 19e siècle, ce qui a signifié ça pour l'histoire des conciles. J'ai eu la chance d'être très ami de Père Bouza,
l'homme qui a fait l'index domesticus, la concordance de tous les ouvrages de Saint Thomas. Et il a commencé avec des fiches perforées, puis des bandes magnétiques, puis des disques, etc. Il est mort à 99 ans et avant, il a amené au pape l'index domesticus sur une petite USB. Les choses plus importantes de ce travail. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle et de high performing computing et de quantum computing, c'est une chose que je trouve c'est très intéressant pour notre type de recherche, car pour la première fois, je pense, dans les dernières décennies, on n'est pas à l'arrière, mais en avant dans les domaines de ce type de travail. Je vous donne un exemple auquel j'ai eu accès comme Chief Scientific Advisor de la Commission pour 4 années. Et il y a un algorithme qui est utilisé pour la catalogation des photos qui viennent de SpaceUp, les photos de l'univers fait par les télescopes placés dans les satellites tout autour de la planète. Et c'est un algorithme qui aménage plus ou moins quelques milliards de données par heure et avec des résultats très importants. Si on applique ce même algorithme à des radiographies, concernant les cancers, on a des résultats qui sont très intéressants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas aucune application possible de point de vue médical, car on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans le travail de l'algorithme avec la radiographie, avec des gens qui auront un cancer. Si on applique le même algorithme à des questions scientifiques très pointues et très neutres, les allusions à la Bible de la Septante, dans la patristique grecque, le même algorithme, ça nous donne de grands nombres de résultats. Et nous, les spécialistes, on est très capables de reconnaître s'il s'agit en effet d'une allusion au livre de l'Exode ou pas. Et on est capable de définir des catégories de travail qui sont importantes. Alors, dans ce point de vue, le travail en réseau signifie avoir la possibilité de poser des questions impossibles à des technologies stupides. Car d'habitude, on pose des questions stupides à des technologies impossibles. Ça, c'est d'habitude l'ambition des humanistes. Mais on peut renverser les choses dans ces moments-là. En Italie, on a eu un projet comparable à ce qui se réalise aujourd'hui. Il s'appelle ITSER, c'est un procès de renforcement de l'infrastructure de recherche européenne. Et on a fait des investissements importants, c'est 22 millions d'euros, sur ce type de travail de caractère technologique. Et les résultats sont très importants. Il y a des résultats apparemment inutile. Il y a un collègue et un ami de Touraine, le professeur De Martino, qui a fait le catalogue de toutes les tablettes cunéiformes du monde, qui sont seulement 2,5 millions. Alors, pour l'intelligence artificielle, ça, c'est très peu de choses. Mais la chose a marché très bien, qu'elle était capable de reconstruire les bibliothèques des provenances de cette tablette cunéiforme qui étaient vendues par des marchands d'archéologie dans les 19e et 20e siècles, presque partout. Ces types de recomposition de savoir demandent le travail en réseau, car il n'est pas simplement question de multiplier des efforts individuels, ça sont nécessaires évidemment, mais aussi la question de sélectionner des demandes qui sont libres de la autocastration typique des humanistes. Sur ça, il y a des choses qui sont nécessaires et des choses qui sont en danger ou en risque. Et le fait d'aller avec l'infrastructure résilience de l'état préparatoire à la phase de l'ERIC, l'établissement définitif, disons, l'infrastructure comme ça, n'est pas tout à fait donnée. Il y a une chose qui doit être bâtie et préparée avec beaucoup de travail. Et la capacité de l'infrastructure des données et des résultats scientifiques importants n'est pas automatique.
Ça demande des intelligences et des préparations. Et sur ça, des alliances entre les écoles doctorales nationales ou internationales, il y a Nostra, il y a celle de Louvain, il y a le reste en Italie, il y a aussi en Pologne. C'est important pour donner aux nouvelles générations de chercheurs une ambiance dans laquelle le risque de maniérisme peut être contenu. Car je trouve qu'une des questions sur laquelle le travail en réseau est important, c'est que même avant l'intelligence artificielle, la production de sérographique est très exposée au risque de ce que j'appelle le maniérisme sérographique. En effet, il s'agit de prendre un petit sujet, de donner quelques références bibliographiques, de faire des notes, de les publier dans une revue classifiée dans Scopus, et etc. Comme ça, tout ça devienne possible, tout ça devienne facile. Il y a une chose que je connais moins mal que des autres, c'est-à-dire sur les recherches sur les archives d'EPI 12 qui ont été ouvertes récents. Alors, la question de la connaissance historique n'est pas question de combien de millions de papiers vous avez à disposition, c'est une question d'intelligence. Et si vous ne comprenez pas que les papiers de l'archive d'EPI 12 sont les archives qui donnent les raisons des actes d'EPI 12, pas la vérité, ça devient une façon d'une production qui répète des choses d'un papisme obscène, mais avec les codes de la recherche. Alors, sur ça, je trouve que l'investissement qui a été fait sur Religis est très important car la participation française à Resilience, merci à Vassa Kuntum et à l'école pratique, est important. Mais en principe, l'idée, c'est que Resilience doit être une place où il y aura une collection de questions et la possibilité de donner des réponses à travers différents endroits et instruments de recherche disponibles. Et pour ça, il faut de la coordination. Il faut de la coordination pour avoir de IRC plus important dans notre domaine. De point de vue spécifique, les sciences religieuses ne sont pas ni le mieux ni le moyen de succès dans les IRC programs, et aussi la possibilité d'être pour des chercheurs d'autres continents et d'autres parts du monde un modèle de recherche qui soit libre, et une recherche qui n'a pas peur de mots. On a établi à côté de Resilience il y a 10 années une académie, European Academy of Religion. Et la chose était très amusante car je suis été excommunié, pas par l'autorité ecclésiastique, mais par la European Association for the Study of Religions. La raison était que dans l'European Academy of Religion, on n'a pas écrit que la théologie est dehors de l'apport. On admet dans notre travail, dans notre recherche, aussi de la théologie. Alors, la question de le statut de la théologie, c'est aussi une question complexe. C'est pas question d'aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas une connexion entre toutes les choses et toutes les disciplines qui sont traversées par l'expérience religieuse, il n'y aura pas de sciences religieuses dans l'avenir, mais il y aura une réabsorption dans des explications différents. Et c'est pour ça que je suis très content et je fais mes félicitations à Strasbourg et à tous ceux qui ont participé à la construction de Religis, car je trouve que c'est un partenaire important et aussi une indication qu'enfin la roue qu'on a essayé de parcourir dans cette année n'est pas mauvaise. Merci. Merci Alberto pour cette présentation très très riche et qui témoigne quand même d'une expérience déjà bien ancrée dans ces réalités. Je retiens de ce que tu as dit les termes pouvoir de synthèse. Hein, donc ça, est-ce que c'est un défi? Ça va être un défi pour le projet parce que l'hyperspécialisation, on va y arriver certainement, mais la synthèse à la fin, est-ce que c'est une des choses que nous devons viser, à voir? Pour l'instant, je n'ouvre pas le débat, mais sans doute doit-il aussi porter sur cette question. Le partage des données, nous en parlerons grâce aussi à nos collègues de la BNU. Le partage des projets, là oui, là je crois que nous y sommes vraiment tout de suite. Et donc, bon, pas mal d'autres choses. Je vois tout le monde noter. Je suis sûr qu'il y aura des questions et un beau débat autour de ce qui a été dit. Mais je vais passer tout de suite la parole, pour ne pas perdre de temps, à Eric Gazio. Merci donc
de faire part de votre expérience également. Merci beaucoup. Alors, j'avais préparé un PowerPoint. Le PowerPoint. Oui, je vais au pupitre peut-être. Oui. Ah oui. Et beaucoup. Voilà, la salle nous dira comment le PowerPoint. Ah bon, super. Donc, Isabelle l'a dit, vous m'avez invité ici en tant que fondateur et encore président du réseau doctoral européen des facultés de théologie de langue française. Alors, pour expliquer un peu ce qui se cache derrière ce mot dont on a inventé l'abréviation, l'acronyme Théodoc, donc thèse de doctorat en théologie, je vais proposer ici un, un petit exposé très court en 4 grands points. Tout d'abord, la genèse, pour bien comprendre un peu le pourquoi tout d'un coup de la naissance de ce réseau, les objectifs qui sont poursuivis, voir avec vous quelques réalisations et surtout aussi, bon, quels sont encore maintenant, après 20 ans, puisque nous fêtons les 20 ans cette année-ci, quelles sont les pistes à promouvoir, les enjeux aussi encore de ce réseau. Alors, concernant la genèse, il y a d'abord un contexte propre qui était le contexte universitaire. Donc, imaginez-vous, il y a 20 ans, nous sommes dans un contexte universitaire qui est en pleine ébullition, en pleine mutation aussi. C'était déjà la fluidité, comme disent certains sociologues, au niveau institutionnel et la fluidité des temps modernes. Alors, je prends quelques exemples pour vous remettre un peu dans le contexte. Il y a 20 ans, c'est les universités de Strasbourg qui fusionnent, plus ou moins, hein, pour revenir à une sorte de situation, en tout cas, de 1969. C'est la création aussi, un peu partout dans plusieurs universités, de ce qu'on a appelé des écoles doctorales. On passait d'un 3e cycle vers une structuration plus grande de la formation avec ce terme d'école doctorale. Au niveau de la théologie, c'est aussi le Collège de théologie protestante en Suisse qui voit le jour. Et je ne vais pas dire dans la foulée, mais pour dire aussi la situation de la théologie à l'époque, la disparition d'une de ces facultés, qui était la faculté de Neuchâtel. En Suisse aussi, c'est la création de la CUSE, donc universitaire de Suisse, Confédération universitaire de Suisse occidentale. Chez moi, si je puis dire, en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un projet de fusion entre plusieurs universités. On parle de plus en plus de rassembler les forces, que par exemple l'Université catholique de Louvain s'allie à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Donc ça bouge beaucoup dans ce milieu universitaire. C'est aussi la création, il y a plus de 20 ans, de ce qu'on a appelé les instituts de recherche. Et le doyen, à l'époque, m'avait chargé de créer un institut de recherche, et en accord avec les collègues, un institut de recherche qui portait précisément sur le fait religieux, qui rassemblait non seulement les théologiens, mais aussi d'autres collègues intéressés, sociologues, anthropologues, psychologues, par le fait religieux. Et cela a donné lieu alors à l'Institut Religion, Spiritualité, Culture, Société. Donc déjà, ça signale qu'on ne fait pas de la théologie en vase clos, si je puis dire. Enfin, c'est par exemple le Théologicum à Paris, à l'Institut catholique, etc. Alors, dans tout ce contexte en pleine ébullition, se pose la question, mais comment garantir l'avenir de la théologie et, au sein de celle-ci, une recherche de qualité? Et une recherche de qualité qui ne soit pas simplement du maniérisme, comme on l'a rappelé, mais qui soit aussi une théologie qui se fasse en interaction avec d'autres secteurs et d'autres domaines. Alors, au niveau de la jeunesse, tout d'abord, bon, on s'est mis d'accord avec mon doyen à l'époque, qui soutenait tout à fait le projet, et on a vu avec qui, finalement, pouvions-nous travailler. Alors, dans un premier temps, on a sélectionné, donc forcément, la faculté de théologie de mon université, la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, les facultés de théologie catholique et protestante
à l'époque de l'Université Marie-Bloch, l'Institut catholique de Paris, l'Institut protestant de théologie de Paris-Montpellier, la Fédération protestante de Lausanne, Genève, Neuchâtel, avant la disparition de Neuchâtel, et la faculté de théologie de l'Université de Fribourg. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un deuxième temps, alors sont venus s'ajouter le Centre Sèvres, on devrait dire maintenant l'ex-Centre Sèvres, puisque ce sont les facultés Loyola de Paris et la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval au Québec. Alors, premier défi, toujours dans cette genèse, c'était de trouver les critères de départ. Comment justifier ce choix, quelque part, de partenaires? Alors, on en avait retenu à l'époque principalement 3. Insertion dans une institution universitaire très large, un nombre minimal de thèses soutenues par an, et enfin une bibliothèque de qualité. Alors, vu qu'il y avait des demandes d'adhésion, on a dû revoir quelque part ces critères, et sont venus s'ajouter alors des expériences de collaboration avérées entre les institutions, des partenariats de recherche de qualité, c'est-à-dire que les membres qui veulent faire partie doivent montrer qu'ils ont des équipes de recherche de qualité, des publications scientifiques de haut niveau, et aussi qui ont fait la demande, oui, qu'on peut être obtenue aussi, c'est moi ça, des financements pour leur propre recherche. Montrer aussi qu'il y a une formation doctorale de niveau universitaire de qualité. Parce qu'on peut quelquefois, et ça a été le cas, avoir les demandes de certains instituts, mais qui ne sont liés à aucune université et qui donnaient un titre de doctorat. Et ça, c'est un refus. Il fallait que quelque part, les demandeurs fassent partie d'une université en tant que telle et puissent démontrer qu'ils faisaient une recherche de qualité. Que cette théologie et cette formation théologique de nos partenaires témoignent aussi d'un réel souci de dialogue avec la philosophie en particulier, mais aussi les sciences sociales et humaines au sens large. Et ça, c'était vraiment dans l'optique de promouvoir une théologie qui ne se fasse pas dans une tour d'ivoire. Et enfin, et non les moindres, parce que c'était aussi, vous l'avez vu, dans les partenaires au départ, qui est un réel souci écuménique dans ce réseau, catholique, protestant, voire même peut-être orthodoxe. Alors, quels étaient les objectifs? C'était tout d'abord de consolider et promouvoir la théologie universitaire, notamment francophone. Alors, pourquoi francophone? C'est parce que l'idée m'était venue aussi qu'il serait temps de rassembler nos forces et qu'il y a peut-être une manière spéciale de faire de la théologie en francophonie. Autrement dit, les mots, une langue, c'est plus que des mots. Hein. Une langue, c'est aussi une vision du monde, c'est une Weltanschauung qui détermine une manière de penser aussi. Et je crois que là, il fallait le promouvoir. C'est deuxième objectif, favoriser la mobilité des doctorants et des chercheurs entre des centres d'excellence. Hein, ça, on essaie toujours de le promouvoir. Troisième objectif, à travers ce réseau, c'était d'élaborer des projets de recherche d'envergure. Quatrièmement, c'était stimuler aussi des contacts entre nos collègues, avec des projets de recherche, avec des participations à des jurys de thèse, des comités de gestion, et à travers tout cela, promouvoir une meilleure formation internationale en termes d'organisation de séminaires, de journées de rencontres, de journées d'études, de colloques. Autre objectif, garantir un haut niveau, j'ai dit, de recherche dans le monde francophone, et cela dans une perspective donc interconfessionnelle et interuniversitaire, et enfin s'appuyer, si possible, sur une logistique européenne. Alors, quelques réalisations. Travailler en réseau, ça paraît un peu bête, mais il faut signer une convention.
qui est en voie de renouvellement maintenant. C'est-à-dire que les partenaires, c'est se mettre tout bêtement d'accord, c'est faire accepter ce projet par nos différentes autorités. Ça me semble important en termes de visibilité, en tout cas, et de reconnaissance. Une autre réalisation a été la création d'un site Internet à l'époque avec un répertoire de thèses. Donc, c'est un site que j'ai voulu, qui présente les objectifs du réseau, mais qui rassemblait aussi toutes les thèses déjà faites ou soutenues. Et à l'époque, il y avait plus de 600 thèses à travers nos institutions. Et je me souviens que le recteur m'avait appelé à l'époque en disant qu'il n'en revenait pas qu'il y avait plus de 600 thèses dans ce réseau en cours de réalisation, ce qui est énorme quelque part. Alors, création également d'un comité de gestion constitué des présidents d'écoles doctorales. On avait commencé avec une réunion par an, mais on s'entendait tellement bien qu'on s'est dit on va en faire 2. Et alors, signe que ça marche bien, c'est que il y a rarement des absents dans ces comités. Et cela pourquoi? Simplement pour garantir un échange d'informations, ne fût-ce que sur nos nombres d'inscrits, les formations que nous donnons, les organisations de séminaires. Donc, quelque part, l'information circule entre nous et qu'on sache ce que les autres font aussi ailleurs. Alors, l'année dernière, nous avons réalisé une synopse des formations doctorales selon nos institutions. Alors, pourquoi cette synopse? C'est parce que lors de nos réunions, et Isabelle pourra sans doute en témoigner aussi, nous employons les mêmes mots, mais derrière ces mêmes mots, il y a des réalités institutionnelles et de formation différentes. Et alors, quelquefois, on croit qu'on se comprend et on ne se comprend pas. Donc, on a fait une synopse d'information en termes de parcours de formation doctorale, de ce qui est demandé, de composition de jury, de soutenance. Par exemple, chez nous, à Louvain, nous avons 2 soutenances, excusez-moi, une soutenance privée, une soutenance publique. Connaître finalement à travers tout ça nos fonctionnements. Accord aussi entre nous sur des dossiers d'admission ou de refus. C'est-à-dire que chez nous, en Théodoc, on a dit, si quelqu'un est refusé dans une des institutions avec tel projet de thèse, il sera refusé dans une autre institution partenaire. Autant montrer aussi à ce niveau-là une certaine solidarité. Et enfin, dès le début aussi, c'était l'organisation de journées de rencontres, une fois tous les 2 ans. La première a eu lieu ici à Strasbourg à l'époque, simplement pour non seulement nous connaître, nous en tant que responsables, mais des journées de rencontres qui visaient aussi à ce que les différents doctorants se rencontrent eux-mêmes. Donc une journée vraiment prévue, 2 jours, pour les doctorants. Et une journée de rencontre avec des ateliers interdisciplinaires, c'est-à-dire on ne travaillait pas simplement avec des doctorants de sa spécialité. C'était une volonté de rencontre, de faire découvrir finalement, tiens, si moi je travaille plutôt en fondamental ou en éthique, j'écoute aussi quelqu'un qui peut travailler en exégèse et qui va peut-être m'apporter quelque chose. À promouvoir, et je terminerai par là, excusez-moi, je suis un peu fatigué, des partenariats de recherche et des financements à solliciter sur base d'une collaboration avérée entre nos institutions. On ne l'a pas encore fait, mais je pense que là, nous avons des potentialités énormes à partir du moment où on s'appuie sur un réseau pour demander des financements qui soient plus conséquents et que nous apparaissions plus visiblement. C'est aussi promouvoir, et ça revient maintenant depuis quelques années, un peu partout, l'idée de co-tutelle et de co-diplomation entre nos institutions. C'est aussi essayer de promouvoir davantage des publications communes. Nos journées de rencontre, bien souvent, donnent lieu à des publications ensemble, ce qui est très bien, mais pourquoi ne pas favoriser des publications aussi plus fréquentes entre les membres des institutions partenaires, sous forme de livres, sous forme de numéros spéciaux de revues ou autres. Et enfin, c'est toujours avoir un meilleur échange d'informations, parce que comme je l'ai dit, nous avons des différences de culture institutionnelle, et je pense qu'un réseau doit aussi servir à mieux se connaître, et mieux se connaître, c'est aussi mieux travailler ensemble.
Voilà pour les grandes lignes de ce réseau Théodoc. Donc, merci bien. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et qui nous a fait découvrir beaucoup de choses, je crois. En tout cas, moi, c'est le cas. Alors, je vois quand même, donc je retiens aussi, comme ça, je lance quelques mots, puisqu'il nous faudra aussi débattre, quelques termes que vous n'avez pas nécessairement utilisés, mais qui peut-être viennent d'une espèce de synthèse immédiate que j'ai fait. Donc, celui peut-être de codification, c'est-à-dire il y a eu quand même une volonté pour que le réseau soit vraiment devienne une réalité, c'est-à-dire vous êtes passé par cette dimension de la codification. Le partage des fonctionnements, c'est important, je pense qu'il faut vraiment le retenir. On n'y pense pas suffisamment. En revanche, on dit oui, ah bah chez nous c'est comme ça, et puis ça s'arrête là. Alors qu'en fait, ce partage probablement permet d'avancer, d'apprendre et de faire mieux. Une forme de labellisation que vous avez voulu quand même proposer. Et puis aussi, bon, et là c'était dans l'ensemble de votre exposé, l'interdisciplinarité, la nécessité de s'ouvrir, même l'impératif de s'ouvrir à des disciplines, disons, parfois proches, parfois moins proches, mais qui permettent d'enrichir le domaine. Également, je retiens ce que vous avez dit sur ce que vous avez fait comme base de données, justement, comme nous parlons aussi des données sur les thèses, et en l'occurrence, là, ce sont des thèses en français. En anglais, d'accord, il y a aussi des thèses en anglais. Non, je dis ça parce qu'il me semble que, contrairement à certains autres périmètres linguistiques, la mise à disposition des thèses immédiates en France n'est pas, et en tout cas, alors heureusement, la Belgique y travaille, mais en France, c'est pas acquis du tout pour l'instant. Donc ça, c'est une chose aussi une question qu'on doit se poser. Voilà, donc à travers ces deux exposés, me semble-t-il, on a déjà quand même quelques grandes lignes de discussion. D'abord, sur la question des données, du partage des données, la question de l'intelligence qu'on peut avoir de ces données aussi. Et puis, face à cet impératif aussi de l'ouverture aux technologies, à toutes sortes de technologies. Et puis, ce deuxième grand questionnement que vous nous avez proposé, celui de le questionnement de la formation à la recherche en réseau, face aussi à l'impératif de l'ouverture à toutes sortes de disciplines. Alors, comme nous avons des spécialistes ici autour de de cette estrade, en tout cas de cette table ronde sur ces deux aspects, nous pouvons parler des données, nous pouvons parler des réseaux d'étudiants. On commence par... Vous voulez commencer? Ah ben voilà, donc très bien. Alors, écoutez, je donne la parole. Oui, et une première réaction, effectivement, et au fait que les données, à mon avis, vont être un lien extrêmement important entre la formation des étudiants et les corpus qui seront produits dans Religis. Juste quelques mots sur la manière dont on a pensé en fait l'axe transverse autour des données et des humanités numériques. C'est parce que très vite, au départ de la réflexion, vous avez vu le poids du consortium, le nombre d'établissements, le nombre de chercheurs engagés. Et d'emblée, il fallait penser la question des livrables, de la manière dont ils allaient être produits, de la manière dont ils allaient être pérennisés, de la manière dont ils pourraient être cités, voire réutilisés par d'autres chercheurs au-delà de Religis, parce que c'est quand même une de nos missions aussi dans le cadre de la recherche. Et d'emblée, effectivement, penser la production des données dans un réseau et dans un écosystème français tout d'abord, puisque c'est dans celui-ci qu'on s'inscrit. Mais il est vrai qu'on avait un peu dans notre ligne de mire résilience et peut-être la possibilité de trouver le moyen de faire des passerelles, sachant qu'au départ, il y a toute une structuration à avoir entre nous. Et à mon tour aussi de remercier les collègues des établissements documentaires, des membres du consortium qui se mobilisent, qui s'intéressent, qui vont sans doute pouvoir soutenir localement la production des données.
et avec des outils comme les plans de gestion de données qui sont malheureusement maintenant des points qu'on ne peut plus éviter et qui seront peut-être là aussi l'outil qui nous permettra de partager tout ce que nous allons faire dans les différents axes et les différents projets qui vont naître. Donc, moi, je suis assez attentive à cette notion de partage des données, aux outils, en faisant attention aussi de ne pas réinventer trop d'outils parce qu'il en existe déjà. Et c'est peut-être là qu'une cartographie de ce qui est nécessaire aux travaux des chercheurs de Religis est nécessaire pour ne pas partir dans tous les sens trop vite. Et je me demandais si la question du nativement numérique était aussi une question qu'avaient pris en charge des chercheurs dans Résilience, parce qu'il se trouve que déjà dans un groupe de travail de Religis, la question des archives du web vivant, d'arriver à stabiliser en fait un corpus contemporain, de pouvoir le citer, le contextualiser sera un enjeu, mais qui est sans doute partagé dans d'autres disciplines que la nôtre. Donc là, ça sera intéressant aussi d'avoir des liens avec ce qui existe. Et d'où le lien, et je m'arrêterai là, mais que je fais avec la formation, parce qu'il y a un axe formation continue, formation des étudiants, mais peut-être que Religis pourrait permettre la formation des étudiants avec un volet humanité numérique. C'est-à-dire ne pas arriver en fin de master ou au début de thèse en ayant besoin de ces outils et en n'ayant pas été forcément formé. Et peut-être qu'au travers des travaux qu'offrira Religis, il est possible de faire de penser assez vite des passerelles et peut-être en ayant aussi en tête toujours les questions juridiques, puisque tout ce qui est données contemporaines d'emblée, là aussi, il y aura pas mal de sujets à défricher ensemble pour être sûr de pouvoir diffuser ensuite nos travaux. Donc, je me demandais si cette préoccupation, à la fois dans les parcours de formation, les thèses qui sont recensées, il y avait une indexation ou un mot-clé qui permettait de voir si les humanités numériques étaient sollicitées et si dans le cadre de résilience, une passerelle à terme pouvait être faite sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Avec tout ce que vous avez dit, je crois que vous avez fait vous avez fait la synthèse de la raison d'être de cette table ronde, au moins, et d'une partie du programme, en tout cas pour les W5 et 6, au moins ça. Et donc, à ce titre, je rappelle, parce que je vous ai dit qu'on n'allait pas présenter de nouveau tous les objectifs des work packages, mais quand même, dans le work package 5, nous avons la cartographie, donc c'est bien dit dans la brochure. Vous faites tous partie de cette cartographie, vous et vos étudiants, ou peut-être vous-même étudiant. Donc là, ça va être aussi un des points centraux pour avancer dans tout ce qui a été dit. Donc, il nous faut cette cartographie, il faut savoir qui fait quoi. Donc, nous aurons besoin de vos données. Désolé de le dire comme ça, on essaiera d'être le plus respectueux possible, évidemment, avec ces données, mais en particulier en matière de publication, d'étudiants, de doctorants, thèses soutenues, etc. Mais donc, pour ne pas monopoliser la parole, je sais qu'il y a déjà 2 réponses qui sont attendues, mais voilà, je donne aussi la parole. Vous avez un micro. Oui, alors moi, je Christophe profitais Didier. d'un effet d'opportunité. Le Oui. micro était de mon côté, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour ajouter juste une chose, non pas sur les données, où effectivement, je pense que Catherine a très bien résumé les problèmes et les défis qui se posent à nous, mais plutôt, puisque cette table ronde s'intitule aussi Travailler en réseau, rappeler que lorsqu'a été présenté le réseau Théodoc, c'est presque un nom qui aurait pu convenir à un réseau de bibliothèques, même si ça n'est pas un réseau de bibliothèques, mais de rappeler que si dans le groupe des 13 partenaires initiaux, il y a aussi une bibliothèque, c'est que nous représentons ce qui est finalement les sources de connaissances, ce qui préexiste aux données, mais qui est en capacité de devenir données, c'est-à-dire les bibliothèques et les fonds que les bibliothèques abritent, et que la bibliothèque, c'est aussi le moyen de susciter d'autres réseaux, puisque, vous le savez sans doute, il existe le réseau BET, qui est le réseau des bibliothèques européennes de théologie, dont fait partie évidemment la Bibliothèque nationale et universitaire. Et je voulais aussi souligner le rôle
quelquefois méconnu de réservoirs des bibliothèques dans la production de données, mais aussi dans la production de la recherche. Pour ne prendre que deux exemples issus de la BNU, on ne sait pas forcément, par exemple, que la BNU héberge la plus importante collection française de manuscrits indiens consacrés au jaïnisme, dont le plus ancien date du XIVe siècle et dont certains sont sur feuilles de palme, donc des documents tout à fait intéressants à la fois dans la matérialité de la transmission des savoirs et aussi dans le contenu intellectuel qu'ils ont. Et aussi, puisqu'on a parlé aussi de fouilles de textes et qu'on a parlé de liens entre religion et société, nous avons depuis quelques années maintenant le fonds Jacques Héraï Samaritain qui contient, entre autres, une correspondance riche de 60 000 lettres avec tous les acteurs de la société civile, en gros des années 30 jusqu'à la fin des années 60, et que de tels réservoirs, alors je reviens un peu en arrière, on n'en est pas encore à la production de données, mais à plutôt ce qui est capable de les susciter. Mais je pense que le fait qu'il y ait une bibliothèque dans le consortium est aussi pour que ces questions-là soient posées et pour que ce rôle de réservoir que nos institutions constituent et que vous avez souligné aussi ne soit pas oublié. Beaucoup. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses auxquelles on aimerait réagir, mais peut-être d'abord permettre aux questions d'avoir leurs réponses. Donc, je pense Alberto, peut-être, pour commencer, sur le web vivant. Alors, juste un petit épisode. La soirée de l'élection de Prévost, j'ai pris des screenshots de tous ces messages sur Twitter, qui quelques heures après ont été effacés. Alors, la question de la donnée de web, je trouve, n'est pas seulement la question de les données du temps présent, de la conservation du temps présent, c'est aussi une question concernant l'accès aux archives. Il y a un risque sur lequel le travail en réseau est capable, je pense, de donner des alertes et des indications aux chercheurs, c'est-à-dire accéder très vite à des catalogues, à des inventaires, à ces choses comme ça, et ne signifie pas l'accès à la compréhension de ce qui se passe. Et si la chose n'existe pas sur le quando onesti incontro l'F, non est immundo, c'est le principe qui aujourd'hui c'est assez dominant. Alors, partager les expériences signifie aussi partager des précautions, des recherches pour éclairer les questions. Il y a une autre chose que j'ai notée à propos de Théodoc, c'est-à-dire il y a un problème concernant la surproduction scientifique. Dans ça, on n'est pas différent par rapport à nos collègues de géologie ou des autres disciplines. Il est en question de surproduction. Et dans la superproduction, la question qui devient toujours plus difficile, c'est de faire de la sélection. Dans notre revue, la Fondation pour les sciences religieuses, on a essayé de publier chaque numéro un article sur les livres qu'il faut lire. Car dans les réceptions, il y a en moyenne qui avance beaucoup avec ChatGPT. Dans tous les livres, il y a quelque chose d'intéressant, évidemment, il y a quelque chose à critiquer, évidemment, et ça devient la typique recension de civiltà cattolica dans laquelle on ne comprend pas si le livre, il vaut la peine de le lire ou pas. Et en même temps, il y a une difficulté à trouver dans les revues de critiques assez fortes dans ces niveaux de surproduction. Il y a une sorte d'indulgence collective. On est tous dans la même situation. Alors, sur ça, je trouve que les bibliothèques sont une ressource assez importante, et surtout s'il y a dans l'acquisition de livres, peut-être dans la catalogation, et aussi de quelque chose qui peut marcher. Et chez nous, à Bologne, dans la bibliothèque du christianisme, à Palerme, dans la bibliothèque de l'islam, et à Venise, dans la bibliothèque du judaïsme qu'on a ouvert, et la décision de l'acquisition des livres est faite en lisant les recensions qui sont publiées. C'est ça toujours depuis 1953. Mais ajouter aux livres
catalogation de livres. Aussi, les recensions sont petites, moyennes pour essayer de sortir de cette immense nuage d'informations qui tombe sur l'ordinateur de chercheurs et faire des choses comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est presque impossible pour une institution ou quelqu'un faire une démarche comme ça, mais les réseaux, c'est exactement ça. Et la connexion entre les publications des recensions d'aujourd'hui et aussi du passé, évidemment, c'est pas difficile de rétablir des connexions à l'arrière d'un percé pour citer un site important. Ça est fait d'une façon assez remarquable. Ça, c'est aussi une façon de faire avancer le type de recherche qui monte dans une direction différente. Merci infiniment pour toutes ces idées supplémentaires. J'espère qu'il n'y a pas l'index non plus dans dans la liste des livres à ne pas lire. Non, c'est un peu quand même, index qualitatif. Très bien. Alors, je crois que pour la suite, la deuxième question, je repasse la parole à Eric Gaziou. La deuxième, je ne l'avais pas notée, mais en tout cas, je rebondis un peu sur ce que vient de dire mon collègue. Donc, l'importance chez nous aussi des bibliothèques, il ne faut pas oublier que ça reste quand même notre premier laboratoire, faut-il le dire, même s'il est appelé forcément à évoluer et à fonctionner autrement. Concernant le catalogage des thèses, donc je vous ai parlé du catalogue qu'on avait mis au point, qu'on va devoir renouveler parce que l'outil a vieilli quand même en quasi 15 ans, parce qu'il a fallu du temps pour faire ce catalogue des thèses, le rendre plus efficace aussi, avec plusieurs entrées possibles. Donc ce sont des thèses à la fois qui ont déjà été soutenues et celles qui se font. Alors, c'est toujours intéressant parce que j'ai plusieurs collègues qui me disent, mais quand j'ai un doctorant qui vient me voir ou qui veut faire un doctorat, j'utilise le répertoire Théodoc pour savoir qui fait quoi dans les autres institutions. Est-ce que ce sujet est déjà travaillé? Éventuellement, est-ce qu'on peut voir un spécialiste collègue dans un comité d'accompagnement? Donc, l'air de rien, le catalogue va toujours au-delà d'un simple répertoriage, si j'ose dire, des thèses. Et alors, nous avons le fait qu'une fois que la thèse est défendue, mais aussi un mémoire, s'il est bon, il est automatiquement versé dans ce qu'on appelle le dépôt institutionnel, qui est intéressant parce que ça rend public directement le travail sur le net et on considère ça comme une publication aussi en tant que telle. Donc ça, c'est pour des aspects un peu assez pratiques. L'importance aussi, on l'a signalé, je suis très sensible à ça parce que forcément j'étais président d'école doctorale, mais aussi ancien doyen, etc. Je me dis c'est l'importance d'une formation de qualité dans le parcours du doctorant. Et ce parcours, il se fait maintenant tout à fait autrement qu'il se faisait il y a 20 ans. Et je le vois avec les doctorants chez nous, ils sont beaucoup plus demandeurs d'interaction entre eux, d'interdisciplinarité, beaucoup plus réactifs sur des organisations d'événements. Moi, je me souviens quand je faisais mon doctorat, on était plutôt des loups, on était des loups solitaires. On travaillait un peu chacun dans son coin. Maintenant, je vois en bibliothèque les étudiants chez nous et j'ai eu mes filles qui ont fait la même chose depuis plusieurs années. Les étudiants se regroupent pour travailler ensemble, ce que nous ne faisons pas, à tel point que ça donne lieu aussi à des constructions de bibliothèques qui sont complètement différentes et qui changent de nom, puisque nous, on vient d'inaugurer chez nous ce qu'on appelle maintenant les learning centers, notamment en philo et lettres et théologie, avec des salles prévues pour les étudiants, pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'ils puissent réserver des salles. Donc, ce qui change aussi finalement l'environnement d'apprentissage. Et ça, il faut s'en rendre compte. Je crois que ça fait partie aussi d'un certain dynamisme de la formation qu'il faut garder en vue. Et cette formation, elle doit se faire, je crois, sur 2 axes. On fait une thèse de doctorat, c'est bien aussi pour devenir, mais sans tomber dans le maniérisme, mais c'est aussi pour devenir un peu un spécialiste dans un domaine, mais en même temps, cette spécialité, elle ne peut pas se faire au détriment de l'ignorance des autres domaines ou des autres spécialités ou dans l'ignorance de relations à avoir avec d'autres. Et là, j'y suis particulièrement sensible en théologie. On ne peut faire de la théologie véritablement que si on est en lien actuellement avec d'autres disciplines. On fait plus cela en tour d'ivoire et je crois que c'est valable aussi pour d'autres domaines de recherche depuis plusieurs années. Mais il faut une bonne interdisciplinarité qui soit pensée. Et l'interdisciplinarité, c'est pas de la juxtaposition d'approches différentes. C'est vraiment une sorte de fécondation hybride, quelque part, à avoir, une hybridation. Concernant les livres et les recensions, je suis très sensible à ça parce que depuis plusieurs années maintenant, je suis directeur de la revue théologique de Louvain. Alors, figurez-vous que
C'est une excellente revue. Mais quand on fait les statistiques à la fin de l'année, une fois par an, ce qui est le plus consulté dans la revue, ce sont les comptes rendus critiques. Hein? C'est très intéressant. Donc, ça veut dire que les lecteurs, en ayant le numéro en main, la première chose bien souvent qu'ils vont voir, c'est quoi? Tiens, les comptes rendus critiques et les notices bibliographiques. Et là, je crois que c'est vrai, il faut vraiment compiler les deux, notamment pour éviter des achats qui ne soient pas vraiment de bon escient. Et alors, autre chose, on ne l'a pas souligné, mais c'est aussi à travers toute cette formation, mais plus largement aussi dans le métier de chercheur, c'est l'éthique de la recherche. Ça commence depuis plusieurs années, on vous fait signer des chartes contre le plagiat, mais ça va beaucoup plus loin. Maintenant, l'éthique de la recherche, elle devra peut-être aussi intégrer des éléments concernant l'intelligence artificielle. Enfin, je vois bien dans les institutions autour de chez nous, même en théologie, on a lancé maintenant des journées d'études et de présentation, de gestion de l'intelligence artificielle. On ne peut pas y échapper, mais comment, je dirais, comment l'utiliser vraiment à bon escient et avec aussi un esprit critique sur cette intelligence artificielle. Parce que j'ai eu des étudiants qui m'ont dit: ah oui, monsieur, mais, c'est l'intelligence artificielle qui me l'a dit. Ah, oui, ok. Alors ça me fait toujours penser à la publicité qu'il y avait il y a quelques années, vrai parce que vu à la télé. C'est pas nécessairement vrai quand on sait les algorithmes qui président la recherche avec l'intelligence artificielle. Et comment on intègre ces données, je dirais, dans ses propres travaux de recherche. L'autre jour, un collègue m'a dit, mais ça ne servira plus à rien de faire des recensions, il suffira de taper le titre du livre et c'est l'intelligence artificielle qui va le présenter. Non, mais c'est pour vous montrer un peu où on peut en être. Alors, je ne sais pas quelle était la deuxième question. C'était ça? Ok, voilà. Donc, voilà. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je pense que maintenant, il est quand même temps de donner la parole à nos co-porteurs de l'Axe 5.2 pour les thèses, les doctorants. Et d'abord, Isabelle Iribarren, je pense que vous avez beaucoup de choses à, Bon, en fait, à dire. je serai très brève, mais c'est juste en entendant Eric. Donc, évidemment, je connais bien Théodoque, avoir l'honneur de faire partie en tant que directrice de l'ED Théologie à Strasbourg. Mais je pense qu'on peut s'inspirer à plus d'un titre enfin, c'était l'idée de t'inviter, Eric, de ce réseau. Et en t'entendant, enfin, la première question, ce qui vient à l'esprit, c'est qu'apporte un réseau, enfin, vraiment, dans le sens, et effectivement, c'est plus que la somme de ces parties. Il y a un vrai saut qualitatif plutôt que simple, comment dire, accumulation des données quantitatives, puisqu'on en a parlé, ou cumul ou surproduction scientifique. C'est vraiment, ça change l'environnement de travail, la façon de faire la recherche, les modalités de recherche, et ça donne une visibilité autre à nos différentes institutions. C'est-à-dire ça garantit aussi une certaine pérennité. Ça donne de l'élan pour entamer, ou renforcer les collaborations qui étaient peut-être déjà existantes avant. Mais l'exemple de Théodoque peut aussi nous donner des idées justement pour la pérennisation de ce réseau qui se construit maintenant à travers Religis, qui à un moment donné, Religis, c'est quand même un programme qui a une durée déterminée. Donc, après que le programme arrive à échéance, tout ce réseau, tout ce travail en commun qu'on aurait pratiqué, que deviendra-t-il, hein? Donc, Théodoque peut nous servir d'exemple pour ça. Et bien sûr, tu avais parlé justement financement plus important qu'on peut obtenir car appuyé sur un réseau. Mais justement, je pense que le réseau sert aussi comme plateforme pour tout ce que tu as nommé, d'échanges de culture universitaire, création d'un site, des répertoires de thèses, sont des idées aussi pour nous, pour la formation doctorale au sein de Religis.
échange d'informations, promouvoir une meilleure formation et le dialogue entre différentes disciplines au sein du grand champ qui est finalement un peu généraliste de la religion. Parce qu'ici, on a des archéologues, des historiens, des éthiciens, des philosophes, que sais-je. Donc, un peu comme Théodoque, enfin, malgré l'intitulé, le label qui effectivement porte sur des écoles doctorales en théologie, c'est vrai que on est en ensemble de chercheurs quand même assez diversifiés, très interdisciplinaires. Donc, c'est à une autre échelle. Je pense que c'est Théodoque et peut servir de modèle à plus d'un titre. Mais c'est surtout cette question, à quoi peut servir le réseau? Qu'est-ce qu'il apporte de plus que la simple somme des parties? Je pense qu'on peut s'appuyer sur lui pour faire ce saut qualitatif dans la recherche et la formation. Donc, je te remercie pour l'intervention. Je n'ai pas de questions. Il n'y a pas de questions. Sans doute Christophe Grélard aura-t-il des questions? Alors, des questions, je ne sais pas, mais des observations qui peuvent peut-être susciter des questions, puisque je voulais abonder dans le sens d'Isabelle sur la question fondamentale qu'elle a posée, qu'apporte un réseau en termes qualitatifs et pas simplement quantitatifs. Et je voulais rebondir sur une remarque qu'a faite Éric Gazio au début de son exposé, quand il a dit que pour fonder Théodoque, on s'est appuyé sur des collaborations antérieures. Et là, je pense qu'on a à la fois une évidence et un problème à dépasser et auquel on doit penser finalement, déjà nous, en termes de formation doctorale et plus généralement, puisque de fait, on interagit toujours avec les gens qu'on connaît, c'est une évidence. Et en même temps, je pense que l'enjeu de Religis, c'est d'aller au-delà et de permettre à des gens qui ne se connaissent pas encore de développer des collaborations nouvelles. Et c'est comme ça qu'on fera véritablement réseau, je pense. Et à ce titre, moi, ce que je veux dire, notamment aux doctorants qui sont déjà dans la salle aujourd'hui, c'est que, mais également à leurs encadrants, bien sûr, c'est que la formation doctorale dont nous nous occupons avec Isabelle, c'est vraiment une boîte à outils au service des doctorants. Donc, pour leur permettre de structurer des réseaux, hein, notamment avec un laboratoire junior qui est un peu le cœur de ce projet. Mais ce qui est important aussi, je pense, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les doctorants et de l'autre les chercheurs. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une interaction au sein de Religis entre les doctorants et les chercheurs. Et ça suppose d'inventer des modalités de circulation interne à Religis, c'est-à-dire permettre vraiment une circulation des doctorants et des chercheurs dans les différents laboratoires qui forment Religis finalement. Donc Religis, c'est une somme d'entités qui ne vivra vraiment que si on arrive à les faire interagir. Et donc, encore une fois, je pense que la formation doctorale est là comme une boîte à outils pour vous rendre ce service. Alors, si je comprends bien, on va faire interagir les étudiants avec les chercheurs, enfin pas évidemment leurs propres directeurs de thèse, puisqu'ils interagissent déjà, mais aussi avec les données. Donc là, oui, Madame Des. Effectivement, ça, j'allais justement embrayer sur le fait qu'interagir entre doctorants et chercheurs, évidemment, mais c'est un peu notre mantra. Nous sommes professionnels de l'information scientifique et technique. C'est un petit peu de là où nous parlons. Mais bien souvent, on vient taper à la porte des services d'appui à la recherche ou des plateformes des maisons de sciences de l'homme ou des bibliothèques, alors que le programme ou le projet est déjà en cours parce qu'on a besoin d'embarquer des ingénieurs ou des professionnels de l'infodoc dans le projet. Et ce qui est merveilleux dans Religis, c'est que les bibliothèques, les professionnels de l'information, les plateformes de la MICHA, de la Maison des sciences de l'homme d'Alsace et d'autres partenaires sont dès le départ embarqués. Et moi, je crois que c'est vraiment une grande force. Je connais pas les autres programmes lauréats, mais je crois avoir vu dans les consortiums qui avaient été constitués que le fait qu'il y ait une bibliothèque partenaire
est un point vraiment intéressant et j'espère qu'il sera très utile à toute la communauté. Mais il se trouve que la BNU, par son positionnement un peu atypique, vous savez, c'est un établissement public autonome et elle-même tête de différents réseaux ou partenaire de différents réseaux qu'elle va mettre, ou du moins pour lequel elle sera relais dans le cadre de Religis. Pour vous donner un exemple et un petit peu étayer les choses, je voulais citer deux éléments assez récents. Il se trouve que nous avons un opérateur d'État en France qui s'appelle le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur, qui lance des appels à manifestation d'intérêt pour faire des réseaux documentaires thématiques. Et la BNU ou vient de le faire, déposer un dossier pour faire un réseau documentaire thématique dans les sciences religieuses. Donc, c'est à la fois parallèle à ce qui est en train de se faire, mais il y a bien un moment où il y aura des passerelles, parce que tous autant que nous sommes et que vous êtes en tant que chercheurs, la documentation, comme l'a dit mon collègue, est une ressource phare, une source ou un complément aux recherches. Donc, il y a une structuration nationale de cette documentation de niveau recherche qui pourra vraiment venir nourrir, et c'est notre souhait, le consortium. L'autre exemple, c'est qu'il y a une infrastructure de recherche qui s'appelle Collex Percé. On connaît davantage Humanum dans nos milieux, mais Collex Percé est vraiment cette infra qui est sur la feuille de route du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, encore assez bien dotée et qui notamment a un de ses axes qui s'intitule Développer la politique nationale de numérisation de niveau recherche. Et un des axes est vraiment d'arriver à peser et à collaborer avec les chercheurs pour définir les corpus thématiques qui seraient les plus intéressants à numériser. Et lorsqu'on parle de numérisation avec Percé, c'est une numérisation enrichie, permettant la fouille de texte, devenant elle-même un matériau de recherche. Et pas plus tard que vendredi dernier, on a pu avoir une visio de travail avec la direction, les pilotes de Religis et les pilotes de cet axe. L'idée étant qu'on puisse se développer ensemble et qu'un panel d'entre vous puisse dialoguer pour la sélection notamment de littérature scientifique, même s'il y a beaucoup de revues qui sont déjà numérisées, il y en a encore qu'il faut numériser, ou autour des doctorats et des thèses, parce qu'il y a un projet de numérisation de thèses rétrospectives. Or là, on a vraiment besoin de l'éclairage des chercheurs selon les disciplines, sur leurs conditions de production, leur impact possible, et avoir cette méthodologie commune entre les professionnels de l'infodoc et les chercheurs qui connaissent la matière. Et en termes de réseau, je voulais citer aussi, parce qu'on a une collègue qui la représente, qui est présente, c'est la relation avec la Bibliothèque nationale de France, qui, elle, donc dépend du ministère de la Culture, mais qui travaille évidemment avec énormément de chercheurs. Et l'idée, c'est de voir aussi comment le consortium Religis, au titre de cette structuration des sciences religieuses au plan national, pourrait dialoguer avec la Bibliothèque nationale de France, qui aussi, comme vous le savez, a un projet de collecte du web vivant. C'est une collecte qui est ensuite archivée donc par la Bibliothèque nationale de France, et il serait possible que notre consortium vienne alimenter, alors non pas la collecte déjà en cours, mais un projet de collecte de niveau recherche, et qui deviendrait ensuite utile à d'autres. Donc, on voit bien là que cette notion de réseau entre les doctorants, les chercheurs, les professionnels de l'infodoc, tissée dès le départ, et je ne sais pas s'il y a d'autres exemples à cette échelle-là, parce qu'il y a bien sûr sans doute des exemples de terrain, me semble assez novatrice et porteuse vraiment, je l'espère, de beaucoup de productions intéressantes. Merci. Ah oui, Pour excusez-moi. préciser, parce que les infrastructures étatiques ont leur jargon, que COLLEX, ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais c'est l'acronyme pour collection d'excellence. Et c'est une procédure qui a consisté à labelliser un certain nombre de bibliothèques comme bibliothèques de recours et têtes de réseau pour un domaine particulier. Pour les personnes qui seraient familières avec le système allemand, c'est l'équivalent des Fachinformationsdienste, donc les FID allemands, qui eux-mêmes ont pris la suite des bibliothèques d'excellence au sens classique du terme.
Merci beaucoup. La question que je voulais vous poser, parce que nous sommes là dans les réseaux, dans le réseau Religis désormais, et c'est l'objet un peu de notre discussion, est-ce que dans cette interaction entre, disons, base documentaire, données, etc., est-ce que parce que je pense que ce n'est pas encore formulé dans le projet, mais peut-être est-ce formulé dans votre groupe de travail. Est-ce que les autres fonds documentaires des autres partenaires de Religis, et il y en a beaucoup, et bon, enfin, moi, je peux parler pour le PHE puisque nous avons justement catalogué désormais toutes nos archives, les archives de la section des sciences religieuses, il y en a énormément. Une partie d'entre elles est désormais numérisée, accessible à travers PSL ou d'autres bases de données nationales, et aussi grâce à Résilience qui, pour certaines métadonnées, nous a aidés. Donc, il y a énormément de matériaux primaires, je dirais, qui sont désormais connus, répertoriés selon les normes les plus récentes. Mais je pense que c'est la même chose pour les autres établissements partenaires qui ont des bibliothèques ou les centres de recherche qui ont des bibliothèques, des archives. C'est-à-dire, est-ce que le projet est de faire dialoguer ces fonds ou pas? Je veux dire, au niveau de Relgis, hein, je ne parle pas de niveau national, parce que ça, évidemment, mais est-ce que nous nous donnons quand même cette ambition de faire dialoguer nos fonds documentaires, qui sont évidemment complémentaires, je pense, pour énormément de choses, puisque surtout pour les archives, elles ne peuvent qu'être complémentaires. Donc, est-ce que vous avez envisagé cette ouverture? Et après, je vais donner la parole à Alberto Meloni qui a aussi des choses à dire. Je vais tout de suite passer la parole à Catherine, mais je voulais simplement souligner que parmi les axes qui sont donc soulignés dans le programme du WP6, il y a un axe qui concerne donc la cartographie. Et le but de la cartographie, c'est bien évidemment de mettre le point sur les gisements documentaires où qu'ils se trouvent et de pouvoir fournir aux chercheurs les instruments qui les mettent en capacité de faire dialoguer ces fonds. Mais peut-être Catherine peut en dire plus sur la cartographie. Non, mais ça, c'est très bien, ce sera important. Enfin, pour le PHE, je vous dis, tout est déjà en ligne, donc il n'y a qu'à regarder la page. Sûr. Ah bah oui, je vais vous l'envoyer. Alors, il y a aussi 2 journées d'études sur les archives de l'EPHE le 19 et 20 novembre. Vous êtes invités, évidemment. Je pense que Alberto Meloni veut nous dire des choses. Oui, d'ailleurs, je ne vais pas être très longue parce que je ne crois pas que ça a été traité en tant que tel dans Religis. C'est pas qu'en tant que bibliothèque, on n'aurait pas aimé. Et c'est peut-être un axe qui va apparaître. Mais cette notion d'archive et de repérer des gisements documentaires qui seraient vraiment inconnus en permettant leur signalement est un sujet en fait énorme qui est traité effectivement dans notre profession par ailleurs, mais qui n'est pas un axe en tant que tel. Et c'est peut-être dommage, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait envisager. On était plutôt parti sur constituer des corpus peut-être numérisés supplémentaires, voire s'occuper du nativement numérique, qui est aussi un sujet intéressant à investir davantage. Il y a un peu de notion de recherche et développement aussi qui peut nous intéresser. Et il n'y avait pas vraiment à l'origine, en tout cas, de financement. On aurait pu envisager, par exemple, des financements aussi concertés, d'acquisition concertée pour pouvoir combler des lacunes ou des têtes de collection ou des fonds qui auraient été incomplets pour les chercheurs, sans vouloir se substituer aussi aux référents locaux. Je n'ai pas de questions qui étaient soulevées par le professeur Gassieux concernant l'utilisation de l'AI dans les travaux scientifiques, dans les articles, etc. Et comme Varas m'avait reproché, je n'ai pas l'ambition de recréer l'index librorum prohibitorum, mais seulement l'index librorum stupidorum. Et ça sera très, très important et très consulté, je pense aussi, avec l'ambition. Mais il y a une question qui je veux vous proposer et souligner dans ce cas-là. Et dans notre travail sur les études islamiques, il y a eu une de notre collègue qui a fait un travail sur les hallucinations de l'AI.
Alors, les hallucinations de dessin de l'IA, ils sont quelquefois très amusants. Si vous demandez à Copilot, je l'ai fait, la liste des papes qui ont été religieux, je pensais aux papes qui étaient membres des ordres religieux. La réponse, c'est que presque tous les papes ont été religieux. Mais la question n'est pas de l'hallucination à ce niveau-là, mais c'est une question d'une hallucination systématique. Et je trouve dans ça que le travail des religieux pourrait être très intéressant. C'est-à-dire, les bases de données sur lesquelles s'appuie l'intelligence artificielle sont des bases de données occidentales, anglophones, blanches, plutôt chrétiennes, en principe, machistes, gender biased. Et alors, sur ça, je trouve intéressant aussi lancer des travaux de recherche pour établir le type de nettoyage qui est nécessaire pratiquer par rapport à ce type de données. Car le risque, c'est qu'une génération qui arrive dans 2 années, 3 années, 4 années aux travaux doctoraux, avec l'habitude à croire à ce qui se passe dans l'IA, peut marcher avec ça. De l'autre côté, il y a une question concernant Religis sur laquelle l'expérience que j'ai fait avec Religis, avec Resilience et Itzer est très intéressant, c'est-à-dire poser d'une façon explicite la question du bon usage du distanciel. Car dans les réseaux d'aujourd'hui, il y a cette attitude post-pandémie qui pense que les conférences à Strasbourg comme ça, ou la même conférence dans un webinaire sur la même chose, c'est parfait. C'est parfait du point de vue neurologique, de l'activation neuronale des cerveaux de l'intelligence, et c'est parfait du point de vue de la possibilité d'échange qui se passe dans ce type de choses. Et sur ça aussi, il y a une chose qu'on n'a pas fait dans Resilience, c'est ma faute, et on n'a pas conservé un registre des actions pour mesurer après les événements les erreurs et les conséquences de les choix qu'on a fait. On a fait des choses, on a pris des initiatives, on a décidé de faire ceci ou cela, mais on n'a pas conservé une sorte de cahier de bord de ce qui s'est passé. Et ça, je trouve très intéressant quand la recherche va changer, pas tellement vite, mais va changer dans l'avenir et avoir un catalogue des choix qui ont été faits sur le bon usage résidentiel, sur le bon usage de l'AI, sur le bon usage de l'interaction que le professeur Cassieux avait mentionné, c'est assez important. Il y a une autre question, qui c'est une question concernant l'argent de pecunia non comsatis. Tout ce qu'on fait avec Copilot, OpenAI, Google AI et ce type de choses sont des financements qu'on donne à l'extérieur. Et on n'est pas capable d'avoir rien en échange de ça. On donne des données, beaucoup de fois des données qualifiées. Quand je réponds à Copilot que oui, je le sais que quelque part n'a pas été tellement religieux, mais j'entendais religieux dans le sens d'un membre des ordres religieux. J'ai donné une chose qui avait une valeur et en retour, je ne reçois rien de ça. Alors, comme chief advisor de la commission, j'étais très sceptique à propos de l'EI Act, de la Commission européenne, de la loi Breton sur l'EI Act, que c'est une loi pas pénaliste, avec cette idée que la prohibition, c'est toujours la meilleure choix à faire. Mais il y a une question d'établir aussi des connexions avec les grands agents de Big Tech. Évidemment que c'est une relation difficile, car on est de petites morceaux de recherche par rapport à des gens qui ont des dimensions économiques, éthiques, esthétiques très différentes. Dans OpenAI, dans l'année 2024, la seule OpenAI, dans le seul Frontier AI, un investissement plus grand que l'entier budget de la Commission européenne dans tout l'ensemble de la Commission. Alors, ce n'est pas une relation dans laquelle il y a possible aucun type de négociation d'inégalité, mais, et je répète ça, et on est les propriétaires
d'une capacité de vérification qui, dans les autres sciences, ne marche pas comme ça. La distance dans ces domaines entre les humanistes et la recherche médicale, c'est incroyable. La recherche médicale, il y a, pour de très bonnes raisons, une prudence à la confiance très grande et une capacité d'analyse de l'erreur bien plus faible que dans le domaine des humanistes. Et sur ça, il faut être capable, je trouve, au niveau national, et ça, étant donné que religieux a une dimension nationale qui donne aussi une capacité étatique des réponses, entrer dans ce domaine-là avec toute l'audacité qui est nécessaire. Oui, merci infiniment pour toutes ces réflexions supplémentaires extrêmement importantes. Et effectivement, oui, ce que tu dis sur notre capacité à nous de vérification, c'est très, très important parce que justement, nous avons les fonds, nous avons les fonds et nous avons toujours le réflexe, pour l'instant, toujours vérifier les sources, quoi qu'il en soit, quelles que soient ces sources. Donc, oui, alors, est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur tout ce qui a été dit? Alors, justement, comme nous avons peut-être assez parlé entre nous, j'aimerais que, voilà, que la salle maintenant, que tous ceux vous qui êtes là, voilà. Alors, il y a un micro, je pense, voilà, il y a une personne. S'il vous plaît, présentez-vous lorsque vous prenez la parole, que nous sachions, que tout le monde sache qui parle. Merci. Et la question, oui, bon, enfin, si vous avez une question en particulier à poser à l'un des intervenants, dites-le aussi. Ah, ça y est. Bonjour, je suis Françoise Lorcerie, CNRS, ex-Marseille Université. Merci pour cette table ronde, pour moi très, très originale, hein, parce que moi, venant de la France de l'intérieur, je ne m'attendais pas à une table ronde portant sur la théologie et aussi importante. Et justement, c'est une des questions que je me posais, c'est comment, dans vos écoles doctorales, dans vos réseaux, vous faites les arbitrages, vous faites les décisions relatives au traitement de la théologie comme science du religieux et au traitement de la théologie comme norme croyante. Bon, je pense qu'on aura 3 réponses différentes, mais... Deuxième question à laquelle je voudrais aussi, j'aimerais bien que la table ronde réponde, c'est comment traitez-vous les éventuelles demandes que vous recevez en matière de théologie islamique? Quelle décision faites-vous? Dans quelles conditions, etc., si vous en recevez? Alors, je vais donner d'abord la parole à Christophe Grélard, bah oui, puisque tu as été directeur de l'école doctorale de l'EPHE, où justement la théologie est un peu invisibilisée, et par la suite à Isabelle Iribarren et Eric Gazio, qui, eux, sont beaucoup plus à même de traiter directement de théologie. Oui, alors moi je vais répondre très rapidement, puisque pour des raisons historiques, le PHE, la 5e section en tout cas, s'étant construite contre les facultés de théologie. Il n'y a pas de théologie à l'EPHE, il y a des sciences religieuses. Mais de la même façon que dans les facultés de théologie, il y a aussi des sciences religieuses. Donc on a des points d'interaction très importants, bien entendu. Donc on n'a pas vraiment le problème de l'accueil, entre guillemets, de la théologie, parce que la théologie, chez nous, n'a droit de citer qu'en tant qu'elle est une science religieuse. Donc elle met en œuvre les méthodes des sciences religieuses, c'est-à-dire en fait des sciences humaines. Sur le point de la théologie islamique, en revanche, on a de nombreux collègues, enfin, on a une bonne section d'islamologues, on a plusieurs collègues qui d'ailleurs travaillent déjà en réseau grâce à l'IFI et au GIS Moyen-Orient, donc avec Aix-Marseille en particulier. Donc, ils ont une latitude d'appréciation scientifique des dossiers qu'ils reçoivent. Et moi, quand j'étais directeur de l'école doctorale, on avait une fonction d'accompagnement quand un dossier pouvait nous sembler un peu sensible, mais en même temps, sur la question de la scientificité et de la méthodologie, c'est en dernier recours toujours le directeur de thèse qui est le seul apte à faire les bons choix. Donc à ce niveau-là, moi je ne suis jamais intervenu directement auprès de mes collègues islamologues, j'en aurais été bien incapable pour leur dire non, il ne faut pas prendre ce sujet. Donc là, c'est vraiment les collègues eux-mêmes que je connais bien et en qui j'ai toute confiance qui sont amenés à faire les choix que vous mentionnez.
Mais voilà, donc le PHE est quand même assez particulier par rapport à la question que vous avez posée. Donc je laisse la parole à... Voilà. Merci. Ou là, ça devient plus épineux. Ah, bah, Où la théologie bon. n'est pas du tout cachée, au contraire. Donc, la question que vous posez est tout à fait pertinente et à la fois une question épistémologique institutionnelle, enfin la façon dont on peut agencer deux épistémologies et puis aussi accueillir au sein de la même institution deux démarches, hein, quelque part, non seulement spirituelles ou intellectuelles, mais administratives tout bêtement, dans le sens où l'école doctorale de théologie et sciences religieuses à Strasbourg est la seule dans tout le paysage universitaire français déjà à être une école doctorale en sens strict, pas simplement troisième cycle, mais école doctorale adossée à une université publique. Donc, comme vous le savez, là, je vous apprends rien. Enfin, la faculté de théologie catholique et protestante à Strasbourg sont des facultés publiques. Donc, de ce fait, on octroie des diplômes qui sont à la fois d'État et canoniques. Bien sûr, il y a des conditions pour qu'on puisse recevoir un diplôme canonique. Il faut en amont avoir fait voilà, une licence canonique ou son équivalent. Mais pareil, l'école doctorale, qui est d'ailleurs œcuménique, dans le sens où on est adossé à deux UR, l'UR protestant, l'UR catholique, elle aussi, dans son offre diplômante, il y a un diplôme canonique, enfin qui porte ce label, si je peux m'exprimer comme ça, et un diplôme d'État. Et donc typiquement, la répartition des disciplines se fait comme ça, c'est-à-dire les sciences religieuses, c'est en grand... comment dire, c'est une des mentions, on va dire comme ça, aux spécialités où ont vocation à s'inscrire tous les étudiants qui font tout ce qui n'est pas la théologie dogmatique au sens strict. Je vais un peu vite, hein, mais c'est enfin pour être plus pédagogique, disons comme ça. Et donc tout ce qui est, ça va vous surprendre, hein, les biblistes, les historiens, les philosophes, les éthiciens, qui manquent là-dedans, enfin, qui travaillent sur l'objet religion ou christianisme ou justement ça me permet après de me prononcer sur la question de l'islam, sont accueillis, enfin, ou ont l'ambition de recevoir un diplôme en sciences religieuses, doctorat. Et en théologie, ce qu'on appelle les dogmaticiens, eux, typiquement, sortiront avec un diplôme canonique. Après, il y a la question des épistémologies qui se joue aussi au niveau du labo. Enfin, il y a des sciences religieuses ou théologie. Et puisque vous parlez de croyances, là c'est encore plus délicat. Disons que, enfin, institutionnellement, nous, on accueille déjà les étudiants qui se forment au sacerdoce, donc pas que, hein, on a des étudiants, on va dire laïcs pour faire vite, et des étudiants enfin des séminaristes ou d'autres, enfin du grand séminaire de Strasbourg, hein, qui ont vraiment la vocation hein, de sacerdoce, de prêtrise. Je dirais, pour faire court, que la dimension, enfin tout ce qui est la croyance et la foi, dans le sens dans le sens, on va dire, pas institutionnel du terme, intervient au niveau des motivations qui mènent nos étudiants à s'inscrire. C'est-à-dire, on essaye justement de ne pas en faire une norme institutionnelle dans le sens où ça serait, enfin, autre que le fait qu'on dépend aussi, on a la double tutelle, hein, Vatican et État, on essaye de respecter, comme dans n'importe quelle autre science humaine et sociale, une méthode, une rigueur, un niveau scientifique plus qu'honorable, qui nous permet de dialoguer avec les autres disciplines en SHS. Donc, à ce niveau-là, c'est clair que la croyance n'intervient pas. C'est-à-dire, on ne va pas obliger un étudiant d'exprimer sa croyance, je sais pas comment, au sein de ses propos proprement scientifiques au sein d'une thèse. Mais elle intervient à ces autres niveaux-là. Institutionnel et au niveau des motivations qui peuvent mener un étudiant à s'inscrire hein, chez nous. Je dirais que, mais bon,
c'est un débat constant et très vivant hein, chez nous aussi. Il y a aussi parmi les professeurs, parmi le corps enseignant, qui se sentent plus sciences religieuses que théologie, ou l'inverse. Hein. Donc ça devient. Enfin, du coup, c'est d'autant plus riche le débat que les deux coexistent. Et justement, pour la question de l'islamologie, tout dépend de nos ressources humaines. Enfin, on est ravis d'accueillir deux thèses à ce sujet-là. Le problème, c'est que là, on avait jadis un professeur en théologie protestante, Ralph Stelly, qui sûrement parmi vous, il y en a qui le connaissent, qui l'ont connu, qui justement avait les compétences pour diriger des thèses sur ce sujet. Une fois parti à la retraite, mis à part nos collègues qui travaillent sur l'histoire des religions au pluriel, on n'a pas vraiment d'islamologue. Donc là, c'est plutôt la vocation d'autres départements, sans exclure le nôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas accueillir enfin justement un enseignant qui soit habilité à diriger des recherches à ce sujet. Il n'y a rien d'interdit, hein, le fait qu'on soit une institution catholique ou protestante d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas si ça répond à Merci. cette question Alors, très complexe. Voilà. Deux personnes d'ici qui ont envie d'apporter leur précision, donc j'espère. Ça ira très très vite. Ah oui. Je voulais rappeler à Madame, puisqu'elle s'est elle-même présentée comme venant de la France de l'intérieur, que vous êtes ici en terre concordataire, donc ce qui peut expliquer certaines choses, et aussi dire que c'est le fait qu'il y avait dans l'université de Strasbourg une faculté théologique catholique et une faculté théologie protestante qui ont conduit l'État à reconnaître un pôle d'excellence sur les sciences religieuses ici à Strasbourg, mais en l'intitulant justement pôle d'excellence sciences religieuses. Merci. Et donc, oui. Oui, bon, très brièvement, donc en gros, je vais vraiment dans la même ligne qu'Isabelle aussi, parce que chez nous, à l'Université catholique de Louvain, on donne effectivement aussi les deux diplômes canoniques et celui de la communauté française, vu notre statut de faculté de théologie dans une université qui est celle de l'Université de Louvain, subsidiée par la communauté française. Alors, la question que vous ouvrez, théologie confessante, théologie scientifique, il y a de quoi écrire quelques thèses à mettre après en numérique à ce sujet, hein. Mais je pense que d'abord au niveau des critères d'admission, on ne demande pas à quelqu'un qui veut s'inscrire en faculté de théologie son certificat de baptême. Ça n'a rien à voir. C'est une inscription d'un étudiant comme un autre. Alors, la théologie qu'on prône, c'est aussi une théologie de style universitaire avec sa rigueur, ce qui nous permet, comme l'a dit Isabelle aussi, d'avoir des contacts avec d'autres disciplines. Ce n'est pas non plus maintenant parce qu'il y a une rigueur scientifique qu'on adopte dans le cœur même de la théologie pour étudier, je ne sais pas, des énoncés de foi, leur évolution, leur généalogie ou autre, que nous ne le faisons pas à l'intérieur d'une tradition qui donne peut-être une certaine couleur confessante, mais c'est d'abord l'exercice scientifique qui est là. Mais ce qui n'exclut pas peut-être aussi, mais à des degrés divers, le côté confessant. Donc ça n'intervient pas au niveau des critères d'admission en tant que tel. Dans l'évolution aussi, c'est intéressant chez nous, depuis plusieurs années, la faculté de théologie abrite un master en sciences des religions, ce qui est très intéressant. Et ce master, c'est nous qui l'avons piloté, c'est nous qui le gérons, et c'est un master interfacultaire et interdisciplinaire, qui montre aussi qu'il n'y a pas là d'opposition entre les sciences des religions et la théologie. Et c'est un de mes grands défis aussi, comme de rien, mais en même temps en jeu, de vouloir une articulation toujours plus grande entre les deux, et surtout au vu de notre contexte actuel, parce que j'imagine mal un étudiant sortant d'un master en théologie et qui n'ait pas eu une certaine formation en sciences des religions ou en islamologie. On a ouvert un poste chez nous en islamologie il y a quelques années. Il y a un doctorat maintenant que nous abritons de la communauté française, dans plusieurs universités de la communauté française, qui est un doctorat en sciences des religions. Et dans le comité de gestion de cette école doctorale, il y a des théologiens aussi. Donc, vous voyez, ça ne se pose pas en termes, je dirais, d'antagonisme pur et simple, théologie d'un côté, confession de l'autre. C'est une articulation. Et ce qu'il faut se méfier, c'est ceux qui ne voudraient ne faire qu'une théologie confessante, au détriment de l'exercice proprement scientifique. Et alors, c'est ce qui me permet de dire, il y a peut-être des critères plus larges à avoir,
la question que vous posez pose aussi jusqu'à quel point, par exemple, non seulement ce qui est de l'ordre du religieux peut avoir droit de citer à l'université, mais aussi dans le débat public. Et là, je pense qu'il y a des conditions à remplir, et j'aime souvent rappeler ces 4 conditions. Une religion qui peut parler dans l'espace public, elle doit se reconnaître faillible. Il y a une condition de faillibilisme, c'est-à-dire mes propositions sont faillibles, toute proposition est même faillible au niveau scientifique. Il y a le perspectivisme, reconnaître qu'on parle toujours à partir d'un certain point de vue. On ne parle pas à partir de l'absolu. Il y a l'aspect de tolérance aussi, c'est-à-dire accepter un réel dialogue avec l'autre. Et il y a l'aspect de traduction aussi. J'ose traduire mes convictions, et en traduisant mes convictions et les rendre accessibles à d'autres, j'accepte le débat. Et là, je trouve que ce sont des critères beaucoup plus larges et que toute tradition religieuse devrait avoir si elle veut rentrer aussi dans une perspective universitaire et publique ou démocratique en tant que telle. Alors, petite histoire, je suis très frappé, ça c'est personnel et j'arrête. Je fais partie d'une commission d'équivalence pour les diplômes en communauté française et depuis quelques années, pour cette section sciences et religions, sciences religieuses, théologie, on a de plus en plus de demandes d'étudiants qui sont allés étudier et qui ont un master d'Arabie Saoudite ou du Qatar. Et alors là, nous, on doit se prononcer. Est-ce que finalement, la formation qu'ils ont reçue correspond à ce que nous entendons comme formation chez nous, en sciences humaines au sens large? Est-ce qu'il y a eu d'ouverture à d'autres disciplines ou pas, etc. Voilà. Et là, on se rend compte qu'il y a des écarts énormes. Ouais, c'est tout ça. Merci beaucoup. Alors, vous pensez peut-être tout savoir désormais en réponse à cette question, mais je dois vous dire que pas du tout, parce que nous avons, avec tous les autres établissements membres de Religis, évidemment, et malheureusement, nous n'avons pas ici les collègues qui s'occupent des écoles doctorales, nous pourrions avoir une autre diversité de réponses apportées par tous ces responsables d'écoles doctorales autour de la question des sciences religieuses et de la façon dont elles sont pratiquées en fonction des choix des départements d'histoire, philosophie, etc. Mais quand même, parce que nous avons beaucoup parlé de cette question, et j'aimerais quand même qu'on prenne encore une question, et si possible sur la dimension réseau, puisque nous avons... mais enfin bon, si vous avez une question autre, on la prendra aussi. Mais s'il y a une priorité à quelque chose qui touche au réseau. Oui, monsieur. Merci. Alors, j'ai plusieurs choses à dire, mais plutôt relatives à l'aspect données. Donc, D'accord, très ça bien. me convient. Oui. Donc, Ronan Vichot, je suis ingénieur d'études au sein de la cellule CADOR, donc une cellule d'accompagnement aux données de recherche à l'Université Lyon 3, à la BU. Et donc, je voulais d'abord me faire un peu porte-parole des services d'appui en saluant l'initiative de l'Axe 6 et en vous incitant toutes et tous à vraiment travailler au plus près possible des équipes en soutien sur ces questions-là à échelle locale, donc que ça soit au sein des bibliothèques universitaires, au sein des maisons des sciences humaines par exemple. Pensez également aux ateliers de la donnée, puisque c'est vraiment très important dans une dimension de sciences ouvertes, et tout particulièrement pour des projets ANR. Je pense en exemple concret à la rédaction du PGD, qui est, je le sais très bien, quelque chose de pas spécialement fun. Lorsqu'on est chercheur ou chercheuse, c'est pas forcément pour ça qu'on se lève le matin. Mais ces formalités-là, qui sont avec des aspects techniques et juridiques très importants, sont tout à fait ce sur quoi on peut vous aider en tant que service d'appui. Et ensuite, donc j'avais 2 questions. Une d'abord pour Monsieur Gazio, en rapport au site web dont vous avez parlé, qui sert à cataloguer les thèses en théologie. Est-ce que vous aviez aussi pensé à développer, ou peut-être déjà commencé à développer, une plateforme intermédiaire qui servirait d'entrepôt de données pour justement diffuser, partager les matériaux bruts de ces projets de recherche? Non, et je dois voir l'informaticienne pendant une réunion avec le secrétariat aussi dans quelques mois, justement pour renouveler le site. Alors, il y a aussi une question hyper pratique avec ce que vous dites. Il ne faut pas que le site devienne chronophage pour un secrétariat ou pour moi, parce que alors on risque vite de tomber. Donc, le premier critère ici, ce sera la fonctionnalité même du site. Et votre question,
je peux la répercuter, mais pour le moment, j'y ai pas pensé. Donc voilà, D'accord, merci. Et puis, je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit par Monsieur Méloni en lien avec les IAG et notamment au fait qu'il arrive parfois, même souvent dans le cadre de recherches précises, excusez-moi, que les résultats soient hallucinatoires et donc produisent des défauts. En ce sens, pour moi, c'est important de rappeler que la production de sciences ouvertes a un effet rétroactif sur les résultats des IAG, puisque justement, en produisant de la donnée de recherche, donc des données scientifiques de qualité qui sont accessibles aux programmes qui vont fouiller du côté des IAG, vous allez contribuer à générer des résultats de qualité pour tout le monde. Et puis également, dans un sens utilisateur, je voulais souligner l'importance de faire attention à ne pas diffuser de données personnelles dans les requêtes, puisque les données des requêtes sont enregistrées parmi les bases de données des IAG et servent à les alimenter et les entraîner ensuite. Donc voilà, si vous avez des réactions vis-à-vis de ceci, ça peut être tout à fait intéressant également. C'est une petite précision. Et je n'ai aucune illusion. On donne toujours des données personnelles. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est pas les données personnelles sur ce que j'aime boire ou ces choses-là, mais sont des données qui participent de mon propre capacité de connaissance, de mon propre savoir. C'est ça que c'est une valeur qui est consignée et au système d'intelligence artificielle sans aucune possibilité de retour. Et pour aménager la question des hallucinations, il y a un problème qui peut-être que pour la France, c'est plus facile que pour les autres pays, c'est-à-dire d'essayer de développer et utiliser la francophonie sur sa ressource, d'insérer dans les bases de données des choses qui vont dehors de la pratique commune de la English White, comme ça, ce type de base de données. Il y a une question que je voudrais dire à propos de la question qui était posée avant sur l'islam. Dans les doctorats nationaux italiens, on a aujourd'hui 105 doctorats en cours et il y en a 25, 26 qui sont sur l'islam et aussi sur des sujets de théologie islamique, si on peut dire comme ça. Il y en a 2 ou 3 qui ont fait des choses intéressantes sur la rêve du califat dans le XXe siècle. Il y a des choses sur les soufis, etc. C'est que c'est difficile aussi à stimuler, c'est de la recherche philologique coranique. Le travail qui a été très important dans le monde chrétien sur la philologie biblique, ça c'est un sujet sur lequel il y a une sorte de dimension de prudence échangée entre les chercheurs, pas seulement les chercheurs musulmans ou non musulmans, mais en général, c'est un sujet sur lequel c'est difficile de stimuler des choses. Et sur ça, la disponibilité aujourd'hui des manuscrits et même de proto-Coran, c'est très intéressant et donne des possibilités de recherche qui avant étaient impossibles. Aujourd'hui, sont des questions impossibles à des instruments stupides qu'on doit poser, avec aussi la conscience que ça, c'est un sujet vraiment compliqué. Enfin, la question de la théologie, la participation, le mot même dans ma recherche, ma présupposition idéologique ou théologique, ça, ce sont des questions faciles. On est assez vacciné à propos de ça. Mais sur ces sujets, c'est plus compliqué. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. nous sommes arrivés au terme du temps. Est-ce qu'il y a une question vraiment qui vous empêchera de dormir? Ça va? Ah oui, Edouard Mel a une question qui l'empêchera de dormir. Merci beaucoup, ça va aller très vite. Bon, Donc, Édouard Mel, je suis philosophe à l'Université de Strasbourg. J'ai une question qui intéresse la question du réseau à partir d'un élément assez marginal qu'a mentionné Monsieur Gazio dans son exposé, qui est le point concernant les inscriptions en thèse. Et vous avez dit, si j'ai bien compris, que quelqu'un qui avait été refusé à l'inscription en thèse par un établissement du réseau serait refusé par les autres établissements du réseau. Donc simplement, je voudrais savoir
comment cet accord a été obtenu, quel degré d'obligation il a pour les membres du réseau, puisque c'est une question que je trouve très importante et qui, en tant que philosophe, m'interpelle beaucoup, quoi. Vraiment très brièvement, c'est pas fini. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des doctorants qui, à un moment donné, se voyaient refuser dans leur parcours dans une institution partenaire, et puis qui faisaient la demande pour entrer dans une autre institution partenaire, mais sans avoir changé leur projet de thèse. Alors là, on s'est dit, il faut pouvoir se montrer aussi cohérent. Si ça a été refusé par une institution à un moment donné qui fait partie du réseau, ben, on demande aussi les raisons forcément, mais on s'engage à ne pas admettre. Donc c'était plus en termes de cohérence et de collaboration entre nous, parce que ça paraissait un peu bizarre que quelqu'un échoue, peut-être, je sais pas, après 1 an ou 2 ans dans une épreuve de confirmation, et puis redemande, sans changer son sujet, une nouvelle inscription dans une autre institution pour continuer. Alors on s'est dit, là, on n'a plus les mêmes critères non plus. C'est vrai qu'il y a le système qui n'est pas, excusez-moi, le système de la confirmation qui n'est pas celui que nous avons, avec une année qui est validée ou pas par enfin une première année de thèse qui est validée ou pas. Donc c'est vrai que si on a raté cet examen, on peut difficilement. On a les saisies, par contre, et c'est là aussi où on peut parfois dévoiler des problèmes, et c'est pour éviter les pratiques de contournement entre les institutions membres. Mais c'est surtout dans ce cas de figure, vraiment des thèses qui ont mal démarré ou des projets mal ficelés, qui ont tenté, voilà, 1 an, ça n'a rien donné, et après, hop, j'essaye ailleurs. C'est surtout ça, hein, vraiment des cas qui ont été repérés comme des cas problèmes. Mais sans doute en France, avec le système français, avec le CSI, ça doit être des choses qui se règlent, disons, un peu, on va dire, En cuisine à l'amiable. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci aux participants.